Bonjour, bienvenue sur LCP Public Sénat. C'est l'heure de Parlement Hebdo. 45 minutes pour refaire l'actu politique et parlementaire de la semaine avec Mickaël Zamès. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. La réforme constitutionnelle mal engagée. Deux textes différents ont été votés dans les deux chambres, notamment sur l'article 2 relatif à la déchéance de nationalité. Les sénateurs, à majorité de droite, ont refusé de créer des apatrides pour ne pas faire de discrimination. Les jeunes, les syndicats qui maintiennent la mobilisation et la pression contre la réforme du travail. Nouvelle journée d'action prévue le 31 mars. Le projet de loi réécrit par le gouvernement sera présenté, lui, au Conseil des ministres le 24. Et puis un déplacement polémique au Bataclan. Les députés de la commission d'enquête constituée après les attentats du 13 novembre se sont rendus sur les lieux pour tenter de comprendre la chronologie de l'attaque. Visite choquante pour certaines familles de victimes. Notre invitée cette semaine pour commenter toute cette actualité, Chantal Joanneau, bonjour. Bonjour. Sénatrice UDI de Paris, présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat, vice-présidente de la région Île-de-France. Vous allez donc pouvoir commenter l'ensemble de cette actualité. Et évidemment, on va commencer par le lundi. Le lundi, avec le gouvernement qui réécrit la future loi de la discorde qui réforme le travail. Manuel Valls a donc présenté un texte profondément remanié pour tenter d'apaiser la contestation. La nouvelle version de la future loi El Khomri vise à concilier protection des salariés et souplesse pour les entreprises. Elle sera à l'épreuve des syndicats et du Parlement. Élément de détail avec Germain Andrieux. C'est l'une des mesures clés de la réforme du droit du travail. Les barèmes prud'homaux n'auront qu'une valeur indicative. C'est une victoire pour la CFDT. Clairement, aujourd'hui, si ces annonces se manifestent dans l'écriture du projet de loi, la CFDT, elle considère que nous avons fait avancer ce texte. Et finalement, c'est bien le rôle des syndicalistes. Autre modification clé attendue, les licenciements économiques. Désormais, le juge pourra vérifier les critères de mauvaise santé d'une multinationale qui souhaite licencier sur le territoire français. C'est une déception côté patronal qui appelle à une vraie réforme du droit du travail. Maintenant, il faut continuer de parler, de discuter, surtout de ne plus dénaturer cette loi. Parmi les nouveaux droits annoncés, la garantie jeune pour accompagner les décrocheurs vers l'emploi devrait être appliquée à tous les jeunes sans emploi ou formation. Et le plafond du CPF, le compte personnel de formation, sera relevé de 150 à 400 heures pour les salariés sans diplôme. Pour autant, la CGT et l'UNEF, le syndicat étudiant, continuent d'appeler à la mobilisation. Certains, comme Force ouvrière, vont plus loin et refusent cette nouvelle version. Nous considérons que c'est une rupture par rapport à la manière dont nous négocions. J'ai rappelé ce qui se passait également dans d'autres pays, donc j'ai confirmé pour Force ouvrière la demande de suspension et, comme il ne veut pas suspendre, de retrait du texte. Le nouveau texte sur la loi travail sera présenté en Conseil des ministres le 24 mars. Chantal Joanneau, il y a eu donc beaucoup de modifications sur beaucoup de points clés de ce texte. Est-ce que pour vous, la version présentée est capable d'encourager les embauches en CDI, puisque c'est l'un des buts de cette loi? Non. Non. C'est clair. Non, bah alors, malheureusement, si on va ensuite sur le détail, par exemple sur les indemnités prud'homales, je comprends qu'il y ait eu du débat parce que je trouvais que la mesure était peut-être assez délicate. Mais sur le reste, important. Non, mais c'est une correction effectivement très importante. Mais sur le reste, la question du contrat de travail, on ne s'oriente pas du tout vers ce qu'il faudrait faire, à savoir un contrat de travail unique avec une acquisition progressive de droits, comme l'ont fait les Italiens. Enfin, pourquoi est-ce qu'on ne s'inspire pas de ce qui marche ailleurs et de ce qui crée des emplois ailleurs? Mais pourquoi? Parce que visiblement, ça coince dans la rue. Donc, oui, on ne peut pas aller aussi loin que ce qu'on voudrait. Oui, d'accord, mais alors aujourd'hui, peut-être que ça coince dans la rue, mais là où ça coince réellement, c'est quand même sur le taux de chômage. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il faut plus de 2 points de croissance pour pouvoir à peine stabiliser le chômage à un niveau qui est quand même extrêmement élevé, qu'on n'a pas et qu'on n'aura pas dans les mois prochains. Donc est-ce qu'on se satisfait dit que la croissance va un petit peu mieux. Oui, 1,6%, formidable, merveilleux. Est-ce qu'on se satisfait de cette situation ou est-ce qu'on essaye de trouver des solutions en les expliquant, en les portant? Alors bon, ce problème, c'est que la gauche se met à dos la gauche, ceux qui les ont élus. Donc effectivement, ils ont un problème politique. Mais est-ce qu'on va vers la déconnexion entre la protection sociale et le contrat de travail? C'est ce que nous souhaitons, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les carrières sont chaotiques. Est-ce qu'on va vers une vraie révision du paritarisme? Et c'est ça que craignent les syndicats. Mais à la limite, aujourd'hui, à quoi est-ce qu'ils ont mené? À part effectivement à avoir d'un côté des personnes qui ont des droits et de l'autre côté
80% des embauches en CDD, 60% des jeunes qui sont en CDD. C'est pas ça l'avenir de la jeunesse. Donc ça veut dire que pour vous, le gouvernement n'a pas voulu prendre le risque d'avoir un blocage total du pays. Il a cédé à certaines Oui, demandes. mais de fait, je crains que comme d'habitude, on part avec des grandes ambitions, on revient sur la loi et on fait l'inverse de ce qu'on a dit au départ. C'est ce qui s'est fait. À chaque fois que ce gouvernement nous parle de loi Macron ou de choc de simplification, on arrive avec un texte qui est encore plus compliqué que ce qui existait avant. C'est un peu la même chose sur cette loi travail. Donc ça ne sert pas à grand-chose pour vous voir ça. Là, je crains. Alors, bon, très honnêtement, on n'a pas vu le texte final. On avait un avant-projet d'avant-projet de texte de loi qui a été recorrigé. Donc on se prononce aujourd'hui sur ce qu'on découvre au fur et à mesure. Il y a un point quand même qui vous satisfait ou pas? Notamment peut-être la formation pour oui, non, les mais ça, jeunes, la formation, c'est très bien. Et on avait déjà discuté d'une loi formation en 2013, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais ça, c'est très bien. Et nous, on ne va pas critiquer la question de la formation. Mais si c'est dans un objectif de réduire la précarité du travail et de permettre réellement d'avoir des embauches, je crains qu'on ne soit pas sur le bon sujet. Alors vous imaginez bien que ça a fait réagir, et notamment mardi avec les réactions politiques. Alors évidemment, les attaques, elles n'ont pas manqué, notamment à droite, mais aussi à gauche. Regardez le reportage d'Elisa Bartholomé. Des concessions pour certains, un recul pour d'autres. Évidemment, chacun pourra ici ou là trouver une insuffisance ou au contraire un détail qui ne lui convient pas. Mais globalement, c'est un bon compromis. Pourtant, si la majorité des socialistes a le sentiment d'avoir été entendue, d'autres continuent de réclamer le retrait du texte. Moi, je ne peux pas considérer que beaucoup de choses ont changé. Sur le licenciement en particulier, il reste facilité par ce projet de loi, ce qui est quand même le point dur de ce texte. Initialement, la droite et le centre s'étaient montrés plutôt favorables au projet de loi El Khomri. Depuis que des modifications y ont été apportées, l'opposition reprend son rôle. Pas question de voter un tel texte. En termes de méthode, c'est un naufrage absolu, une fois de plus. Ça sera le rendez-vous manqué du quinquennat, l'échec total de François Hollande. C'est inenvisageable de voter un texte comme ça, qui est une véritable loi contre les PME. Les députés de tous bords comptent bien amender le texte lors des discussions parlementaires. Mais le président du groupe socialiste l'a assuré, il y aura bien une majorité pour voter le texte à l'Assemblée nationale. Donc si on comprend bien, vous ne voterez pas ce texte quand il arrivera ici au Sénat? Attendons de voir dans quel état il arrivera au Sénat. On entend le président de groupe à l'Assemblée nationale. Non, mais nous, on était très ouverts au texte au départ, on était très ouverts à la discussion, on l'avait dit. D'ailleurs, ça nous est arrivé plusieurs fois de voter des textes maintenant, du parce que quand on entend la droite et le centre, on attaque le coup de la loi. Pourquoi on se referme? C'est plus du tout le texte d'origine. On n'est plus du tout dans le même esprit. Et puis, on le fait effectivement sans qu'il y ait de vraies concertations non plus avec nous. Donc oui, on se referme parce qu'on va encore passer beaucoup de temps à discuter d'un texte de loi qui, malheureusement, va contribuer encore à rigidifier des situations. Vous pourriez peut-être tendre la main à ce gouvernement sur la question du chômage. Vous vous rappelez Jean-Pierre Raffarin, ce qu'il a dit après les attentats du 13 novembre? Avez-vous oublié? On l'a déjà fait. On a voté les contrats d'avenir. On l'a déjà fait plusieurs fois. On a voté la formation professionnelle. Donc ça, franchement, on a plusieurs fois tendu la main. Ça vraiment, on ne peut pas nous reprocher ça. La droite, en tout cas la droite, les Républicains, en tout cas Christian Jacob nous parle d'une loi anti-PME. Est-ce qu'il a raison? Il cite la question spécifique des indemnités prud'homales, comme je vous l'ai dit. Alors, nous, on est plutôt du côté des petits, on est plutôt du côté des PME dans notre parti. Mais les indemnités prud'homales, ça posait quand même un peu de débat. Vous pensez qu'il peut y avoir un passage en force du gouvernement sur ce texte à l'Assemblée avec l'usage notamment du 49.3 parce que la question ils sont assez coutumiers du fait, donc entre l'urgence et le 49.3... ils sont pour l'urgence, visiblement. Oui, ils sont assez coutumiers du fait. Simplement, c'est plutôt un problème au sein de leur propre majorité, en réalité, aujourd'hui. Emmanuel Macron, lui, il dit, il fait entendre, en tout cas, c'est ce qu'on a lu dans le journal Le Monde, que finalement, il aurait bien aimé que ça aille beaucoup plus loin. Et ça serait dommage, par exemple, que dans le débat à l'Assemblée ou au Sénat, il n'y ait pas des choses qui puissent revenir un petit peu sur le devant de la scène. Vous pourriez l'aider, là? Je pense que c'est qu'Emmanuel Macron va peut-être lui offrir une carte d'adhérent UDI. Parce que bon, aujourd'hui, Emmanuel Macron, la plupart du temps, il porte des propositions qui sont les nôtres. Donc c'est assez étonnant d'ailleurs comme positionnement politique. Enfin, donc oui, bien sûr qu'on va faire des propositions. Bien sûr, vous allez voir, ça va commencer à l'Assemblée nationale. Vous nous annoncez des choses.
Une autre loi était en discussion à l'Assemblée. Après un débat intense, les députés ont voté l'interdiction des néonicotinoïdes dans le cadre du projet de loi qui veut favoriser la biodiversité. Alors, les néonicotinoïdes, ce sont ces insecticides qui sont jugés très nocifs pour les abeilles. La loi et l'interdiction s'appliquera le 1er septembre 2018, puisqu'un amendement PS a été déposé au projet de loi sur la biodiversité. Il y a eu quand même des positions un peu différentes. L'Assemblée souhaitait interdire ces pesticides, mais le ministre de l'Agriculture a écrit aux députés pour leur demander de ne pas le faire. Stéphane Le Foll, a-t-il été sous la pression des lobbies pour vous ? Écoutez, on a eu ce débat au Sénat, puisque l'amendement qui a été voté, l'amendement dit Chanteguet, c'est l'amendement que j'avais déposé au Sénat. Donc c'est exactement le même texte. Et déjà au Sénat, la gauche, effectivement, avait fait adopter ce texte pour que tout revienne au ministre de l'Agriculture. Donc manifestement, effectivement, M. Le Foll est très sensible au discours de certains, plus que d'autres. Bon, on a un problème de fond, c'est la question des pollinisateurs en général. C'est pas que les abeilles, c'est tous les pollinisateurs qui contribuent, notamment, par exemple, à l'agriculture maraîchère, parce qu'on parle des agriculteurs, mais il y a plusieurs formes d'agriculture qui contribuent au développement de la faune sauvage. Aujourd'hui, c'est clair, et l'avis de l'ANSES de février le montre clairement, c'est clair que certaines formes, voilà, c'est une agence sanitaire environnementale, certaines formes de néonicotinoïdes, aujourd'hui, sont clairement suspectées dans la disparition massive des abeilles qu'on observe. C'est clair, c'est une décision. C'est clair, c'est dans la vie. C'est dans la vie. C'est la raison pour laquelle on avait porté effectivement cet amendement. Donc soit on prend des mesures, on a dit 2018, ce qui laisse le temps de trouver des produits de substitution. Si vraiment on coince d'ici 2018, je fais tout à fait confiance au ministère de l'Agriculture pour dire c'est pas possible, il faut on risque d'avoir des alternatives pires, donc il faut peut-être qu'on trouve de temps en temps des exceptions. Parce qu'il faut de recul dans ce domaine. On ne peut pas remettre une autre substance sans recul. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé les derniers chiffres d'utilisation des pesticides en France qui montrent une véritable explosion de l'utilisation, non seulement de. Mais quand vous allez dans les magasins, vous retrouvez tous ces produits dans les rayons. Oui, on les retrouve. Ben oui. Non, mais au-delà de ça, contrairement à ce que dit le ministre et contrairement à ce qu'on avait engagé sur le plan de réduction des phytosanitaires, on prend la voie inverse. Donc ce gouvernement dit des choses, il fait l'inverse. Il fait l'inverse là avec les néonicotinoïdes, on le voit. Il fait exactement l'inverse. Il y a un double discours de Stéphane Le Foll ? Ah bah oui. Si vous voulez, c'est évident qu'il y a un double discours. Il dit des choses, regardez les chiffres. Sur les pesticides, c'est effrayant quand même. Enfin, alors dans pesticides, il y a CID. CID, ça veut dire pour tuer. Sont nocives aussi pour nous-mêmes, pour l'être humain. Ah bah, on a un effet de chaîne. Évidemment, quand vous avez une disparition massive d'abeilles, on a eu le cas dans d'autres pays, il faut les remplacer. Il faut remplacer les pollinisateurs. Vous n'avez pas de fruits sans pollinisateurs. Vous n'avez pas de... Donc c'est une évidence. C'est nocif pour la santé, c'est nocif pour l'économie. On va passer au mercredi. On va commencer avec cette loi qui est arrivée au Sénat sur la réforme de la Constitution. C'était mercredi. Et au cœur de cette loi, on retrouve le très controversé texte sur la déchéance de nationalité. Le Sénat, à majorité de droite, souhaite réécrire complètement ce texte. Le Premier ministre, lui, a pris à témoin les sénateurs. Regardez cette première journée d'examen de cette réforme de la Constitution avec Mounir Soussi. Manuel Valls arrive au Sénat pour constater un profond désaccord. Dans les premières minutes de son discours, le Premier ministre a dénoncé l'attitude de la majorité sénatoriale. La droite a modifié le texte adopté par les députés, notamment sur la question de la déchéance de nationalité. Ce consensus, nous l'avons construit à l'Assemblée nationale. Gouvernement, majorité, mais aussi une très large part de l'opposition. Je regrette profondément, à ce stade bien sûr, que cette construction collective ne puisse pas être confortée au Sénat. Les députés ont étendu la déchéance de nationalité à tous les citoyens français. En commission, les sénateurs ont souhaité revenir à une mesure qui ne s'appliquerait qu'aux binationaux. Qui aurait pu prévoir qu'un jour, un Premier ministre se prétendant de gauche serait d'accord pour créer des apatrides ? Alors que toute la tradition républicaine, c'est quand même de ne pas multiplier les cas d'apatridie. Le débat s'enlise sur cette question et de nombreux parlementaires souhaitent qu'il s'achève au plus vite. Je ne suis pas pour que les navettes continuent de façon indéfinie. Si le Sénat aujourd'hui refuse ce compromis de l'Assemblée nationale, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités et dire stop là. Cette décision signerait l'abandon de la réforme constitutionnelle.
après 4 mois de débats extrêmement sensibles. Est-ce que vous voulez le congrès à Versailles ou pas, vous? On va revenir sur le fond d'abord. La droite 1, même si je ne suis pas d'accord avec eux au Sénat, ils ont raison de dire que c'est le gouvernement qui a changé de texte, puisque ce que le président de la République avait annoncé, le compromis, oui, ce compromis avec leur propre majorité. Ce que le président avait annoncé au Congrès, c'était quand même effectivement une déchéance réservée à ceux qui ont une autre nationalité. Donc ils ont changé le texte à l'Assemblée nationale uniquement parce que leur propre majorité n'était pas d'accord. Donc ça, c'est vrai. Deuxièmement, c'est pas que la droite. Il y a quand même une bonne partie de la gauche qui, elle aussi, est contre ce texte. Donc ce sont des clivages qui divisent au sein même des partis. Puisque donc c'est pour ça que je vous pose la question. Vous voulez quoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec la position qui a été celle de mon groupe au Sénat. Moi, je suis pour le fait que cette déchéance de nationalité, 1, effectivement, soit possible, 2, soit inscrite dans la Constitution, et 3, soit pour tous les Français qui prennent les armes contre leur pays. Ce n'est pas la France qui crée les apatrides, c'est ceux qui prennent les armes contre leur pays qui choisissent cette situation. Donc il ne faut pas inverser non plus on parle de terroristes, là. On parle de terroristes, on parle de personnes qui ont pris les armes contre leur pays, et on parle de décisions qui, de toute façon, vont quand même passer par différents prises, ce qui fait que ça ne va pas concerner énormément de monde. Et donc c'est vraiment des personnes qui ont fait ce choix. Donc moi, je souhaiterais que le texte puisse aller au bout. Évidemment, je souhaite, parce que ça me semble légitime. Ou ceux qui me disent que ça ne sert à rien. Alors, je suis d'accord, il faudrait avoir des vrais débats. Il faudrait avoir des vrais débats. On termine un peu sur le fond, parce que c'est quand même. Il y a la dimension politique, mais il y a le fond. Il faudrait qu'on ait des vrais débats sur les moyens, ça je suis d'accord. Mais dire que ça ne sert à rien, ça veut dire que la nationalité, ça ne sert à rien. Ce n'est pas du tout ma vision de la République. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de compromis au Sénat? Parce que c'est vraiment un débat, je vous dis, qui traverse les partis politiques, entre ceux qui disent on ne veut pas d'apatrides et ceux qui disent on ne veut pas considérer qu'un Français de souche qui prend les armes contre son pays serait moins menacé de son vie. Une division profonde, une division. C'est une division très profonde et très politique. Et très de conviction. Les débats, c'est même de votre groupe, visiblement. Oui, même dans notre groupe. Les débats ont été de très bon niveau. Je veux dire que la discussion générale sur c'était un très bon débat. C'est un débat de fond. Ce n'est pas une opposition de principe, c'est vraiment des convictions différentes qui s'opposent. Ah oui, c'est vraiment des convictions différentes qui s'opposent, oui. Vous avez entendu le Premier ministre dans ce reportage. En gros, il vous dit, de toute façon, votre texte ne passera pas à l'Assemblée nationale. Ce que vous faites, ça ne sert à rien. Ça, c'est le discours du Premier ministre. Alors, surtout sa réponse, d'ailleurs, à l'issue de la discussion générale, a été particulièrement agressive. Je veux dire, autant le débat a été un vrai débat de fond, autant sa réponse a été très agressive, aussi bien vis-à-vis de la droite, d'ailleurs, que vis-à-vis des communistes. Et même des socialistes qui ont voté. Et même de la partie des socialistes qui ne voulaient pas du texte. Ce n'est pas son rôle de Premier ministre. Là, on ne parle pas d'un petit texte de loi, on parle de la révision de la Constitution. Ce n'est pas son rôle de Premier ministre. Voilà. On dit, moi, j'attends pas ça d'un Premier ministre. Donc il a tort d'aller vite, de vouloir presser les choses. On parle de la révision de la Constitution. Donc on ne révise pas comme ça. On révise la Constitution avec une immense prudence. C'est un texte fondateur. Avec pas autant de divisions. Donc avec autant de divisions, comment envisager le Congrès? Alors, sur l'article 2, en l'occurrence, donc celui qui concerne la déchéance de nationalité, je ne vois pas comment il aura une majorité au Congrès. Vous ne la voyez pas aujourd'hui, il n'y a pas de Congrès. Non, je ne la vois pas. On va regarder ce qui s'est passé au jour 2 de cette réforme constitutionnelle, c'était jeudi. Donc la déchéance de nationalité a été votée dans l'hémicycle. Tout compromis est-il encore possible ou pas? Non, visiblement, selon Chantal Joanneau. On regarde le reportage de Mounir Soussi. Comme prévu, le débat sur la déchéance de nationalité a confirmé le fossé entre les deux chambres. Les députés souhaitaient que cette sanction s'applique à tous les auteurs de crimes terroristes. Les sénateurs sont revenus à une version où seuls les binationaux sont concernés. Cette modification met en péril toute la réforme constitutionnelle. Avant d'envisager n'importe quelle hypothèse, moi j'espère encore convaincre le Sénat de bâtir un compromis avec l'Assemblée nationale. Nous en sommes loin, c'est ce que j'ai voulu dire hier. Durant toute la discussion, le Premier ministre a appelé le Sénat à faire preuve de responsabilité en se ralliant au consensus trouvé à l'Assemblée. Cet argument n'a eu aucun effet. Les sénateurs justifient leur position de refus par la défense d'un principe. Et chacun prend ses responsabilités. Nous, une responsabilité sur les libertés, une responsabilité sur la nécessaire sécurité des Français, sur la force des symboles. Et parmi ces symboles, il y a aussi la patridie, qui est quand même une valeur que je croyais imaginer
ne pas être abandonné par la gauche. Ces difficultés rendent la tenue du Congrès incertaine. Manuel Valls met en garde l'opposition de droite en annonçant que le Parlement serait ridiculisé si le débat s'éternisait. Chantal Joanneau, vous disiez juste avant ce reportage que vous semblait difficile de trouver une majorité au Congrès. Si jamais on disait par exemple, bon, on arrête l'article 2, l'article 2 sur la déchéance, on passe à autre chose, on garde que l'article 1, c'est-à-dire sur l'état d'urgence, et pourquoi pas ce qu'on appelle la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez signer et voter ? Sur l'état d'urgence, oui, évidemment, on l'a même demandé. Le Conseil d'État, d'ailleurs, dans son avis, l'a recommandé pour encadrer cet état d'urgence qu'il est très peu aujourd'hui, pour éviter par exemple la dissolution du Parlement pendant l'état d'urgence. Donc ça, on le demande et on le souhaite vraiment. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature que nous portons, que notre parti a toujours porté, enfin, c'est vraiment un autre débat. On a, oui, mais visiblement, on peut dire fourre-tout, du coup on en profite pour passer autre chose. C'est en termes de respect du temps politique, je ne trouve pas ça terrible. Donc l'article 1, oui, tout mélanger avec la réforme du CSM, même si nous souhaitons cette réforme, ça nous semble être vraiment un autre débat politique. Vous savez que les socialistes ont besoin de vos voix, parce qu'il faut les 3/5 pour pouvoir réunir ce congrès. Donc ils vont aller chercher les centristes. Oui, mais pas de main tendue non plus, là. Non, mais la question, c'est pas de savoir comment on fait de la comptabilité. C'est aussi, on a des principes de fond qu'on partage. On est d'accord, mais à un moment donné, il y a aussi ce principe de comptabilité. On partage l'état d'urgence, on partage cette nécessaire inscription de l'état d'urgence et cette nécessaire création de bornes à l'état d'urgence. On partage demain, s'ils le font demain, la réforme du CSM. Il n'y a pas de discussion de fond. Oui, mais pas de discussion de fond. Mais comment vous faites concrètement ? Il y a effectivement certains sénateurs qui ont proposé de ne voter que cet article 1, mais ça fait partie d'un même texte. Non, ce sont deux sujets très différents. Oui, mais ils font partie d'un même texte. Aujourd'hui, l'article 89 de la Constitution dit qu'on ne peut pas détacher les articles, il faut voter sur l'ensemble. Non, mais aujourd'hui, la question de l'état d'urgence est une question différente de celle de la déchéance de nationalité. Mais alors on la mettrait on proposerait un autre texte. La déchéance de nationalité, si j'ai bien compris, autant pour des raisons de division interne à la gauche d'ailleurs, aujourd'hui, je vois difficilement comment on trouve un consensus sur un sujet aussi lourd. On est dans une impasse toujours. On est dans une impasse. Alors, passons à un sujet social. C'était l'annonce forte de la semaine, puisque le gouvernement a fait un geste pour les 5 600 000 fonctionnaires. Le point d'indice de la fonction publique est relevé de 1,2%, une première depuis 6 ans. Germain Andrieux. Sur la main, on dit au revoir comme ça, je ne sais pas, pas l'habitude. La négociation était très attendue. Après 6 ans de gel, le gouvernement a décidé de relever le point d'indice des fonctionnaires. Aujourd'hui, la réponse du gouvernement, c'est 1,2% d'augmentation sur 2 ans, 0,6% au 1er juillet 2016 et 0,6% au 1er février 2017. 1,2% contre 1% proposé initialement. C'est 2,4 milliards d'euros pour le budget de la France, dont près de 550 millions pour les hôpitaux et 648 millions d'euros pour la fonction publique territoriale. Le geste est bien significatif, qu'il n'est pas symbolique et qu'il va permettre aux agents de voir leur feuille de paye progresser. Et pour nous, c'était notre première revendication, le dégel du point d'indice. Pourtant, la majorité des syndicats jugent le geste insuffisant. À un an de l'élection présidentielle, la CGT, le premier syndicat dans la fonction publique, veut aller plus loin. Nous, véritablement, ce que nous croyons, c'est qu'il faut de nouveau peser par le rapport de force pour, encore une fois, obtenir plus. Je rappelle par ailleurs que le gouvernement est en place au moins jusqu'en mai 2017 et donc il y a encore du temps et il y a encore des moyens pour nous pour faire plus que le gouvernement n'a proposé aujourd'hui. Prochaine étape, la consultation des instances syndicales et des adhérents en vue d'une éventuelle mobilisation le 22 mars. Question simple, est-ce qu'ils le méritent, les fonctionnaires, cette revalorisation du point d'indice ? Après... les fonctionnaires méritent beaucoup de choses, honnêtement, ils travaillent quand même très bien. On a la chance d'avoir une administration d'État, des collectivités territoriales et hospitalières. Ça, c'est pas là le problème de savoir s'ils le méritent ou pas. Les salariés du privé aussi le méritent. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que notre situation économique le permet ? Notre situation économique ne le permet pas très clairement. On a un problème d'endettement chronique de l'État, ça va coûter 2,4 milliards d'euros, non seulement à l'État mais aux collectivités territoriales, ce qui fait que les collectivités vont moins investir, ce qui fait que c'est moins de croissance pour demain. Donc on a un problème. Donc la France ne peut pas se permettre, dans le contexte là, aujourd'hui, dans le contexte actuel, de ces finances publiques, d'augmenter. Depuis 2008,
Depuis 2008, le début de la crise, on est quand même dans une situation de stagflation. Voilà, pas de croissance, pas d'inflation. Pas de croissance, pas d'inflation. On est dans une situation d'endettement chronique. La baisse des dotations, ne serait-ce que pour la région Île-de-France, c'est 140 millions d'euros. 140 millions d'euros, c'est autant en moins d'investissement et de croissance pour demain. Donc réfléchissons à l'inverse, l'augmentation du temps de travail dans la fonction publique comme dans le privé. Réfléchissons à l'inverse à des systèmes. Nous, on avait mis des systèmes où, quand effectivement, vous pouvez avoir des systèmes d'heures supplémentaires, vous pouvez avoir des systèmes de gratification. Mais là, en l'occurrence, alors, pardon, mais personne n'est dupe. Hein. On est à 1 an et demi des présidentielles, on achète la fonction publique et on achète les syndicats parce qu'en plus, il faut faire passer la loi de Madame El Khomri. La ficelle est un peu grosse. Un peu grosse. Électoraliste, mais pas seulement. Si? Franchement, électoraliste. Ouais. Non, est-ce que la situation économique est merveilleuse? Est-ce que ce qui justifiait de 2010... Ça fait 6 ans qu'on n'a pas pu les augmenter, les fonctionnaires. Oui. Et alors, comment ça se passe dans le privé aujourd'hui? Comment ça se passe? Est-ce que la situation économique le permet? Malheureusement, non. Enfin, moi, j'ai un vrai sujet d'équité, même par rapport à cette mesure. On ne va pas opposer le privé et le public, ce n'est pas le sujet. Mais on a un problème de situation économique et aujourd'hui, un pays est dans le marasme. Et quand on se satisfait de 1,6% de croissance potentielle, avec le taux de chômage qu'on a, mais franchement, c'est une blague. Donc, si je vous entends bien, on va gréver les déficits, on fait de l'électoralisme. C'est une erreur, une faute politique qu'on est en train de commettre pour les années futures? Ah non, c'est une stratégie politique, c'est une faute pour la France. Il y a une autre mesure qui a été annoncée par Michel Sapin. Il a promis l'imposition à la source pour tout le monde dès 2018. Est-ce que cette fois, il a raison d'avancer sur un sujet aussi périlleux à 1 an de non, oui, alors après, c'est effectivement, le problème, c'est que c'était un engagement de campagne et qu'on est à 1 an de la présidentielle. Est-ce que ça va pas être simple? Parce que vous savez que tout le problème, en fait, c'est cette année blanche dans les impositions. Oui. C'est une bonne chose, l'imposition à la source. Ça se fait dans d'autres pays, ça simplifie la vie des gens, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc on est pour. Maintenant, effectivement, il y a le problème de l'année blanche. Et comment est-ce qu'on va gérer cette fameuse année blanche? Alors, une vingtaine de députés étaient cette semaine sur les lieux du Bataclan où a eu lieu l'attaque la plus meurtrière du 13 novembre. Leur objectif, comprendre les circonstances de cette attaque et les conditions d'intervention des forces de l'ordre. Visite controversée. Jean-Baptiste Daoulas. Le rideau du Bataclan s'est ouvert à nouveau pour une vingtaine de députés venus faire la lumière sur la soirée du 13 novembre. Après 2 mois d'audition, la commission d'enquête sur les attentats de l'année 2015 a des questions très précises. Pourquoi a-t-il fallu 3 heures entre la première attaque et l'assaut final? Pourquoi a-t-il fallu aussi 3 heures pour que les secours puissent extraire les victimes qui étaient encore présentes dans le Bataclan? C'est ces questions-là auxquelles nous devons répondre. Et c'est le but de notre déplacement. Mais la réouverture du Bataclan pour les députés et la présence du RAID, de la police et de la BRI pour répondre à leurs questions a choqué quelques familles de victimes. Des parents qui n'étaient pas conviés aujourd'hui et se plaignent d'être tenus à l'écart de l'enquête depuis novembre. Pourquoi ont-ils besoin de venir là? Regardez ce qui s'est passé, mobiliser les forces du RAID et de la BRI, alors que nous, parents, nous ne savons toujours pas à quelle heure nos enfants sont décédés. À la sortie du Bataclan, les députés disent comprendre la douleur des familles des victimes, mais ils justifient leur présence. Nous sommes là, si nous avons créé cette commission d'enquête, c'est sans doute pour être à même de faire des propositions, que ces propositions permettent d'éviter ce genre de choses. Eh bien, excusez-moi, ça se passe aussi ici, et savoir pourquoi il s'est passé ce drame, et essayer d'imaginer tous ensemble, d'ailleurs, des solutions pour éviter que ça se reproduise. Les députés vont continuer leurs travaux. À huis clos, ils sont en train d'entendre un commissaire divisionnaire à l'Assemblée nationale. Chantal Jouanneau, est-ce le rôle de parlementaire de prendre ce genre d'initiative habituellement réservée à la justice? Les reconstitutions sont normalement réservées effectivement aux enquêtes judiciaires et à la justice. Nous, notre rôle de parlementaire, quand on fait une commission d'enquête, c'est d'aller effectivement identifier les dysfonctionnements de l'administration ou du pouvoir exécutif d'ailleurs en général pour pouvoir apporter des corrections. Là, j'avoue que je vois pas en quoi ça peut aider le travail de fond de la commission d'enquête
de l'Assemblée nationale. Je vois assez mal en quoi, bon, c'est pas leur rôle. S'il y a des dysfonctionnements de la police, on a l'IGPN qui peut tout à fait faire ce travail de reconstitution. Donc Ils ont voulu faire quoi? Un coup de com C'est surtout à eux qu'il faut poser la question. Ouais, en réalité, non, ils ne me répondront pas parce qu'ils ont pris l'initiative. Et vous êtes parlementaire, est-ce que vous auriez adhéré à cette commission d'enquête, par exemple, si elle a été Non, venue le principe du qu'il y ait une Sénat? commission d'enquête, de voir s'il y a eu des dysfonctionnements, c'est plutôt une bonne chose. Allez, j'aurais été extrêmement gênée. Je ne vois pas en quoi ça m'aurait aidé mon travail de réflexion d'aller participer à une reconstitution. Honteux a réagi l'avocat des familles des victimes. Partager cet avis? Je pense que la douleur des victimes est telle que aujourd'hui, c'est vrai que c'est rajouter quand même un peu de douleur à la douleur. Chantal Joanneau, Jim Jarassé est avec nous, c'est notre partenaire du SCAN. Il va vous interroger dans quelques petites secondes. Tout d'abord, Katia, on va parler un petit peu d'Europe. Un peu d'Europe, puisqu'il y a un sommet des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles, un nouveau sommet avec la Turquie. L'Europe essaye de régler le problème des migrants. Elle compte sur la Turquie pour reprendre un maximum de réfugiés en échange d'une aide de 3 milliards d'euros. Chantal Joanneau, cette entente, cet accord en train d'être signé avec la Turquie ne plaît pas à tout le monde. En France, 64 députés républicains et de votre parti, l'UDI, se sont opposés à toute négociation qui pourrait entraîner une adhésion d'Ankara à l'Union européenne. Vous dites quoi, vous, par rapport à nous, on est européens fédéralistes. On est assez rare, donc il faut le rappeler. Oui. Et on est opposé aujourd'hui à tout nouvel élargissement de l'Europe. C'est-à-dire qu'on s'était même opposé à au dernier élargissement à la Croatie. Donc voilà, c'est ça le fond de notre position. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui est dans une telle faiblesse politique, alors qu'il faudrait au contraire avoir des cercles concentriques. C'est une vieille idée, ça d'ailleurs, pour avoir des politiques beaucoup plus intégrées qu'aujourd'hui tout nouvel élargissement. Alors là, en plus, c'est c'est une négociation, quoi. C'est du donnant-donnant. C'est du chantage. C'est peut-être pas du chantage, mais c'est du donnant-donnant. C'est quand même, ça fait longtemps que la Turquie, effectivement, veut se rapprocher de l'Europe. Qu'on ait des partenariats privilégiés, c'est parfaitement normal, parce que c'est quand même un grand voisin. Mais le principe même d'un nouvel élargissement, aujourd'hui, dans la situation de l'Europe, non. Vraiment, non. L'Europe a-t-elle raison de faire confiance aux Turcs? En tout cas, pour régler si on commence à raisonner dans un état de défiance permanente, on ne va pas faire grand-chose. La question peut se poser, honnêtement. quand même. La question peut se poser, certes, mais on est quand même, ce sont nos grands voisins, on ne peut pas faire sans eux. Voilà. Et sur la question des réfugiés, vous avez vu aussi ce qui est proposé par l'Union européenne. Un réfugié contre un migrant, c'est un peu schématique, un peu résumé comme cela. Mais comme d'habitude, on ne traite pas la question de fond. La question de fond, c'est militairement, effectivement, en termes de sécurité, comment est-ce qu'on aborde la question dans ces pays-là, et les erreurs, on les assume, les erreurs passées. 2, comment on assume du développement dans ces pays. On ferait mieux de se préoccuper de savoir combien on met d'argent dans le projet d'électrification en Afrique, qui est porté par Jean-Luc Borloo. Non, mais j'y tiens, parce que si vous avez de la pauvreté, vous avez des tensions, c'est inévitable. Mais c'est un combat de longue haleine. Oui, c'est un combat de longue haleine, mais à force de le repousser, voilà dans laquelle situation on se trouve. Voilà. Allez, on va passer à la loupe du SCAN. Jim Jarassé est avec nous, il est frais. Jim, fin prêt, c'est à vous. Bonjour Chantal Joanneau. Est-ce qu'on va parler de la primaire de la droite ou de la primaire de la droite et du centre? Ça, c'est la grande question qui va être tranchée notamment ce week-end lors du congrès de l'UDI. Les militants étaient appelés à voter jusqu'à demain. Ça semble assez mal embarqué, pour tout dire, puisqu'on entendait encore ce matin Jean-Christophe Lagarde appeler les adhérents à refuser cette primaire. Alors, lui, il réclame des gages aux Républicains sur la question de la ligne, sur la question des places aux législatives. Le bras de fer, est-ce que c'est la bonne façon de procéder sur cette question? Non, on a un partenaire, parce que l'UDI s'est toujours inscrite comme effectivement un parti partenaire, mais pas un parti subalterne ou soumis. Ça, c'est une grande différence par rapport à la tradition passée. On a un parti partenaire qui nous dit grosso modo, venez, parce que la menace du Front National est telle qu'on ne peut pas partir divisé. Au départ, on a dit banco. On leur a écrit, on leur a dit qu'on commence à discuter, délégation à délégation, avec plusieurs représentants des Républicains de leur côté. Et nous, on avait plusieurs représentants de l'UDI. Ces discussions n'ont jamais eu lieu. Jamais. La faute à qui? Nicolas Sarkozy? La balle est dans leur camp. Nous, on était prêts, on leur a écrit.
Les discussions n'ont jamais... la faute à qui, on ne va pas personnaliser. C'est globalement les Républicains, puisqu'ils étaient tous au courant. Hein, c'est globalement les... Et puis alors, là, tout d'un coup... D'ailleurs, tout d'un coup, c'est assez marrant, parce que comme du coup, on leur a dit, bon, bah, très bien, on va poser la question telle quelle à nos militants, puisque c'était notre engagement. On a toujours dit que maintenant, ce sont les militants qui vont décider. Donc on leur pose la question. En l'absence d'accord, puisqu'il n'y a pas d'accord aujourd'hui, est-ce qu'on participe à la primaire? Mais nos militants, ils sont attachés à l'UDI. Bah, c'est probable, c'est probable. Moi, je respecte le choix des militants, ils sont encore en train de voter, mais c'est probable. Sur le fond, vous, est-ce que, en se décorrélant de toutes ces questions de lignes et de places législatives, est-ce que vous êtes pour un candidat UDI dans ce système de primaire? Oui ou non? Alors aujourd'hui, dès lors qu'il n'y a aucun accord sur la ligne, aucun. Est-ce qu'on est fédéraliste? Est-ce qu'on est d'accord sur le fait simplement qu'on porte les questions européennes? Sur le fond d'avoir un candidat. Là, vous raisonnez en comptabilité politique. Voilà. Comme les Républicains aujourd'hui. Nous, on vous parle de fond. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'Europe, c'est une priorité ou pas? Moi, c'est ça mon sujet, il est là. Vous êtes les seuls à parler de fond, les Républicains ne parlent pas de fond. Ah bah, écoutez, ils n'ont pas voulu nous répondre. Jamais. Enfin, moi, je leur dis, mais écoutez, franchement, venez pas nous reprocher le fait de ne pas participer, alors que vous ne nous avez jamais accepté à la table des négociations. Donc ce sera probablement, parce que moi, je suis UDI direct. Alors, vous savez, on a différentes composantes, je ne sais pas à quoi ça sert. Différentes chapelles, c'est un peu comme tous les partis. C'est comme à l'UMP, il y a différentes têtes de figure. Moi, je suis UDI direct. À chaque fois que j'ai rencontré les militants de l'UDI, ils sont radicalement indépendantistes, vraiment. Ils sont opposés à toute forme de soumission et à cette espèce de chantage sur si vous venez pas, on va être divisé, c'est pas bien. Est-ce que ça veut dire que si les adhérents refusent ce week-end le système de la primaire, ce sera définitivement terminé et qu'il n'y aura pas de candidat? La question telle qu'elle est posée, c'est comme il n'y a pas d'accord, enfin, en l'absence d'accord, est-ce qu'on participe? Si demain, tout d'un coup, parce que là, tout d'un coup, ils sont très agités, tout d'un coup, il y a un accord, on reposera la question aux militants. Notre engagement, c'est que c'est pas à tête de parti à tête de parti. Nous, on demande à nos militants. C'est une première étape dans la négociation. C'est pas une première étape. Après, honnêtement, on va voir ce qu'ils proposent. Parce que là, sur la plupart des candidats, ils sont très intéressés à nous dire si, on discute, mais on va discuter après. Alors, parlons d'Emmanuelle Cos. C'était votre adversaire lors des élections régionales à l'issue desquelles elle a été réélue conseillère régionale. Je n'ai pas d'adversaire, j'ai des concurrents. De France, une concurrente alors. Entre-temps, on l'a vu, elle est rentrée au gouvernement et visiblement, ça l'agace qu'on puisse lui reprocher son cumul entre sa fonction ministérielle et son mandat local de conseiller régional, qui, rappelons-le, ce cumul n'est pas interdit. On l'écoute. Vous avez été élu en disant je serai la seule liste non cumulée. Vous cumulez? Je ne cumule pas de mandat. Merde à la fin. Vous jouez sur les mots? Je ne cumule pas de mandat. Non, je ne joue pas sur les mots. C'est vous qui ne comprenez pas. Mais je comprends très bien que vous cumulez. C'est incroyable. Question très simple, Chantal Joanneau. Est-ce que Emmanuelle Cos, tout comme Jean-Vincent Placé par exemple, doit démissionner de son mandat de conseiller régional pour se consacrer intégralement à ses fonctions ministérielles? Mais en fait, ce qui se passe, pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de les titiller comme ça? C'est que quand ils étaient avant dans l'opposition, ils n'arrêtaient pas de nous dire mais vous c'est inadmissible. Parce que moi, j'ai été ministre et conseillère régionale, mais je l'ai assumé. J'ai jamais dit je vais démissionner, je l'ai tout à fait assumé. Alors qu'est-ce que j'ai pas pris dans les dents sur le thème? Mais c'est inadmissible, vous êtes ministre, vous cumulez. Alors ils n'arrêtaient pas. Et là, tout d'un coup, c'est comme le pauvre singe avec sa main coincée avec sa banane. Il se retrouve dans la même situation. Bon, ben voilà, vous l'avez dit, le cumul, pour l'instant, n'est pas interdit, effectivement. C'est pas inintéressant non plus pour un ministre de conserver un pied dans la réalité. La plupart des ministres, au final, ont un mandat ça local. dérange pas certains ministres d'être en même temps président de région, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, voilà, c'est autant l'assumer. Ce qui se passe pour Emmanuelle Cos, c'est qu'en fait, elle a été tellement virulente sur ce cumul des mandats qu'aujourd'hui, ça se retourne effectivement un petit peu contre elle. Comme quoi, il faut toujours être un peu modeste dans nos positions. Dans une tribune au Figaro ce matin, Nicolas Sarkozy s'insurge contre le choix de François Hollande de commémorer demain 19 mars le cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. C'est une date qui ne fait pas l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'après cette date, il y a eu des massacres encore d'harkis et aujourd'hui les familles s'insurgent contre cette commémoration. Est-ce que c'est une erreur de jugement de la part de l'Élysée? Je comprends très mal pourquoi François Hollande, surtout aujourd'hui, fait ça. Vraiment très mal, parce que le président de la République, surtout sur une date de commémoration, ça a vocation à rassembler, à créer effectivement une mémoire collective partagée. Ce problème de cette date, moi j'ai eu beaucoup l'occasion de travailler dessus la question des harkis. Ça a été atroce.
la suite a été atroce, avec une France La coupable. guerre a continué. La guerre a continué, ces gens se sont fait massacrer, mais vraiment massacrer, alors qu'ils portaient le drapeau de la France dans leur cœur. Et c'est pour ça, moi, vis-à-vis des harkis que j'ai beaucoup suivis, ça me blesse. Moi, je ne suis pas harki, mais j'ai beaucoup suivi cette question-là dans une vie antérieure. Et pour eux, je trouve ça très douloureux. Donc on fait plaisir à l'Algérie. Non, mais je ne sais pas à qui on fait plaisir. Mais je pense que c'est mal pesé, quoi. Enfin, pour un président de la République, aujourd'hui, dans un pays qui, quand même, a besoin de rassemblement, quelle tristesse. Oui, Nicolas Sarkozy parle de guerre des mémoires, c'est bien ça. Pourquoi 55 ans après, les plaies ne sont toujours pas refermées et on a toujours ces débats-là en France? Parce qu'on a toujours des membres dans les familles qui ont vécu ça, parce que il y a quand même, effectivement, pour la France vis-à-vis des harkis, toujours une question de oui, c'est quand même ça qui est toujours là. Pas réglé. Dernière question. Mardi soir, une réunion d'information sur l'installation d'un centre d'hébergement pour SDF dans le 16e arrondissement a eu lieu. Ça a été très chaud. Ça a été perturbé par certains riverains qui n'ont pas hésité à insulter les élus de la mairie de Paris et les représentants de la préfecture. Est-ce que vous dénoncez cette attitude ou est-ce que vous comprenez les inquiétudes des habitants du 16e arrondissement? Il y a eu des mots qui n'ont pas leur place dans des débats publics. Enfin, franchement, les débats publics sont faits là pour effectivement réfléchir ensemble et pas pour être aussi durs et parfois caricatural. Ensuite, c'est vrai que la mairie de Paris joue beaucoup la provocation sur ce dossier. Quand j'entends Anne Hidalgo, c'est vraiment... alors là, vous allez voir dans le 16e, c'est parce que comme vous ne connaissez pas la vraie vie, on va vous apprendre ce que c'est que la vraie vie. Moi, j'ai un sujet, c'est la défense absolue de la préservation des espaces qui sont si rares, des espaces naturels. Le bois de Boulogne, en l'occurrence. Le bois de Boulogne, parce qu'on le grignote jour après jour, ce pauvre bois de Boulogne. Après qu'il y ait des centres effectivement, pour accueillir des personnes défavorisées partout, c'est parfaitement normal. Donc, c'est pas sur le principe d'accueillir des personnes défavorisées. Au contraire, c'est parfaitement normal. On est tout à fait pour la mixité. Mais alors, surtout pas sur des espaces protégés qui sont tellement rares. En tout cas, surtout sur Paris et en Ile-de-France en général. On en perd en permanence, quoi. Donc, au final, plutôt pour, mais problème de méthode de la part de la mairie sur la façon de... Moi, j'ai entendu Anne Hidalgo, vraiment, c'était on va mettre de l'huile sur le feu, parce que plus ça va réagir, mieux ce sera. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Chantal Joannon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Jim, on se retrouve à la semaine prochaine. Très bonne semaine.